Oui, bonjour tout le monde. Donc, Martine m'a présenté. Vous voyez ma tête, hein. Ça veut dire que je ne suis pas tout jeune, hein. Donc, effectivement, ça fait longtemps que je pratique ces sujets. Et je suis très heureux d'être avec vous, même si je ne vois que peu de gens. Il y en a 49 qui sont affichés sur l'écran, mais la plupart, je ne vois pas leurs images. Bon, on va faire comme ça, hein. Le, Donc, Martine l'a rappelé, à l'heure actuelle, je suis essentiellement l'un des médecins coordinateurs du réseau Adolescence et Partenariats, le RAP 31, qui est un réseau d'aide à la prise en charge des adolescents les plus difficiles, ceux qui ont tous les facteurs de risque dont vous avez déjà parlé, à savoir des troubles psychiatriques quelquefois, des conduites addictives le plus souvent, des conduites délinquantes très souvent, etc. Et donc ce réseau adolescence et partenariat, ça a pour but, quand on est sollicité par l'un des partenaires, éducateur du quartier, le CMPP, la PJJ, voilà, donc l'un des partenaires nous sollicite, ça a pour but de faire que se parlent ensemble les différents intervenants qui s'occupent de ce même cas. Et c'est compliqué parce que les médecins, les pédopsychiatres, les psychologues, les éducateurs, les assistantes sociales, l'aide sociale à l'enfance et la PJJ, ça n'a pas le même langage. Donc pour se parler, encore faut-il s'entendre. Et le but du rap, c'est effectivement de faire des traductions du langage des uns et des autres pour que ne se passe pas ce qui se passe souvent, à savoir un tel, ah il est trop fou, il n'est pas pour moi. Donc il aille en psychiatrie. Le psychiatre répond, mais non, il n'est pas si fou que ça, son problème c'est un problème social ou un problème d'insertion. Et donc vous voyez, ça circule comme ça le plus souvent. Le, euh, donc nous, notre fonction, c'est de faire que chacun joue sa partition, mais que les partitions jouées ensemble, ça fasse des harmonies. Et pas de la cacophonie, mais des harmonies. Donc, qu'effectivement, dans les cas les plus difficiles, un tel prend un bout, celui qui le concerne, l'autre prend un autre bout, etc. Mais surtout, les professionnels se parlent pour essayer de monter un projet euh, commun, ou en tout cas constructif, pour ces adolescents en difficulté. Voilà le boulot que je fais à l'heure actuelle, hein. Donc, on prend en charge environ 70 enfants, 70 adolescents par an. Le, mais ça fait plein de réunions avec plein de gens. Donc, et effectivement, le réseau, vous pouvez aller sur le site RAP 31. Vous pouvez vous abonner à la lettre, c'est gratuit, que l'on fait tous les trimestres. Et vous pouvez bien sûr solliciter le réseau pour des cas concrets. Et vous verrez sur le site, il y a la manière de solliciter le réseau. Voilà pour la présentation, simplement ce que je fais aujourd'hui. Mais effectivement, j'ai fait beaucoup de choses antérieurement et je connais assez bien depuis le début le quartier de la Rainerie, puisque j'y ai habité, j'y ai été médecin généraliste dans les années 70-80. Donc ça a beaucoup changé depuis, bien évidemment, mais je me suis tenu au courant des changements. Ce matin, on m'a demandé de vous parler euh, de la notion d'adolescence, des adolescents, qu'est-ce que c'est. Et pour cela, donc, je vais utiliser un plan qui est un plan assez simple, hein, puisque les adolescents, il y a deux mots pour les qualifier, les adolescents et les jeunes. Et les adolescents, ça veut dire étant en devenir. Ça veut dire que ça va décrire le passage de l'enfance à l'âge adulte, cette période de 10 à 22 ans, où on est dans la construction de ce qu'on sera comme adulte. C'est donc une vision, comme on dit en anthropologie, diachronique, qui traverse le temps. Alors, qui va, voilà, donc. Et l'autre définition, l'autre mot utilisé pour les adolescents, c'est jeune. Être jeune, c'est un état. On n'est plus enfant, on n'est pas adulte. On est jeune, hein. Et pendant cette période de la jeunesse, on fait un certain nombre de choses pour que jeunesse se passe, comme dit le langage populaire. Ça veut dire que là, on a une définition synchronique, qui est dans le temps, hein, comment on se construit dans le temps. Et vous voyez, ces deux définitions
opposés à l'anthropologie sont pas en fait si opposés que ça quand on parle à propos d'un jeune. Alors, je vais venir simplement après avoir parlé de l'étymologie, hein, de la définition de adolescence et jeunesse, je vais venir à la description de ce qui se passe pendant cette période-là. Du point de vue diachronique, c'est-à-dire celle qui traverse le temps, l'adolescence, en devenir, ce qui va se passer, c'est que la notion de filiation, je suis le fils ou la fille de un tel ou un tel, va être quelque chose de très important. D'ailleurs, c'est eux qui m'ont nommé. Les parents ont choisi le prénom. Est-ce que ce prénom correspond à ce que je suis aujourd'hui adolescent? C'est une vraie question que se posent les uns et les autres. Voilà, donc ça c'est du côté de la définition diachronique. Du côté de la jeunesse, période de la vie, la définition synchronique, donc, il y a l'autre notion qui est très importante à l'adolescence, c'est plus la filiation, c'est l'affiliation, avec qui je m'associe, qui sont mes copains, mes copines, hein, comment je me débrouille avec les copains de classe, les copains de quartier, les copines de quartier, etc. Donc c'est une notion d'affiliation. Et alors, revenons sur l'adolescence. L'adolescence, ça commence, vous le savez tous, à la révolution pubertaire. Ça veut dire que tout d'un coup, hein, je prends 20 cm, hein, euh, j'ai le zizi qui pousse si je suis un garçon, j'ai des poils au pubis si je suis une fille, j'ai des seins, ça se voit. Hein, il y a donc quelque chose du côté de la puberté qui est les modifications du corps. Mais ce qui ne se voit pas, et qui est probablement beaucoup plus important, c'est la modification psychique. C'est je commence à avoir un corps de grand et j'ai pas encore un esprit façonné comme celui des adultes. Hein, donc, et il va y avoir toute une série d'actions pour essayer d'apprendre à devenir ce que je souhaite être. Voilà, donc, euh, je disais bien que le problème qui se pose très souvent à l'adolescence, au début de l'adolescence, hein, à la révolution pubertaire, c'est toute une série de phénomènes qui existaient dans l'enfance mais qui passaient inaperçus, ressurgissent. Par exemple, je sors d'une réunion avec l'amicale du NI où on parlait de prostitution infantile, de prostitution adolescente, et on constatait tout simplement que la plupart des adolescentes qui ont des conduites de prostitution, pas forcément une prostitution très organisée, mais des conduites de prostitution, sur Internet en particulier, hein, donc elles ont, dans leur enfance, subi des traumatismes sexuels importants, toutes pratiquement, hein, d'inceste, etc. Donc, ce qui se met en jeu avec l'apparition de la sexualité féminine en l'occurrence, chez elle, c'est comment appréhender ce traumatisme de l'enfance qui s'appelle l'inceste ou le passage à l'acte sexuel. Alors, donc, au moment de l'adolescence, c'est aussi à ce moment-là que va se construire ce que nous appelons le genre. C'est-à-dire, je suis garçon, je suis fille, du point de vue somatique, comment je deviens garçon ou comment je deviens fille, ou ne le deviens pas, du point de vue psychique. C'est bien sûr toutes ces problématiques de genre hein, que vous voyez beaucoup plus fréquemment maintenant, mais qui existent depuis toujours, à savoir comment je me construis psychiquement dans un sexe ou dans l'autre. Et bien évidemment, la question de l'homosexualité est une question entière au moment de l'adolescence. Tout le monde se pose la question de est-ce que étant garçon, je suis vraiment un garçon ou est-ce que étant fille, je suis vraiment une fille. Le, et cette question qui est récurrente pendant toute une longue période va donner aujourd'hui lieu à des problématiques beaucoup plus tolérantes qu'antérieurement, même si l'on sait bien que dans un grand nombre de familles, l'émergence de l'homosexualité, de la pulsion homosexuelle, est un problème qui est insurmontable pour les parents. Je pense en particulier hein, donc, aux,
mères célibataires d'origine étrangère qui ne comprennent pas du tout que leur fils devienne tout d'un coup quelqu'un qui n'est pas un homme. Et ça va poser des problèmes majeurs dans les relations entre mère et fils ou mère et fille. Donc, vous le voyez bien, vous, hein, donc, puisque vous êtes au contact d'adolescents, il y a toute une série de marquages du corps qui dépendent de cette notion-là. Hein. Le, euh, les épaules carrées ou les seins qui poussent, hein, les tatouages, hein, le, euh, le, euh, euh, voilà, donc les marquages du corps. Le marquage du corps le plus évident, vous le voyez bien, c'est la façon dont les adolescents traitent leurs poils. Hein, les garçons se rasent hein, pour que ça pousse plus vite, hein, se laisse pousser la barbe ou la moustache hein, pour que ça fasse plus viril, ou l'inverse, hein, se rase tout le temps pour que ça fasse pas viril. Chez les filles, c'est la même chose, hein, les coupes de cheveux le, et, et la façon dont elles s'occupent des poils pubiens joue un rôle fondamental dans cette construction-là. Il va y avoir d'autres modes culturels, hein, donc comme ça, qui vont construire le passage de la jeunesse. Vous le voyez tout le temps, vous, hein, donc, mais moi aussi, puisque j'habite dans un endroit où il y a plein de lycées autour, c'est la façon de se comporter dans la rue, de se comporter dans la rue en groupe. Hein. D'abord, les groupes sont mixtes ou pas mixtes. Il y a des endroits où les groupes ne sont pas mixtes du tout. Il n'y a que des garçons ou que des filles. Les garçons, ils déambulent dans la rue en roulant des mécaniques, en parlant fort, en faisant des cacous. Bon, par exemple, hein, donc j'habite rue du Thor et donc je le vois tous les jours. Mais cette manière non pas de marcher, mais de rouler des épaules, est une façon de dire j'existe comme puissant, comme homme. Hein. L'entrée au collège est bien évidemment quelque chose de très important, puisque dans nos sociétés, les enfants vont à l'école de 3 ans à 16 ans, obligatoirement, et quelquefois beaucoup plus. Donc la socialisation par l'école est un phénomène fondamental qui s'oppose à la prise en charge par les familles. Hein, c'est pour ça que entre famille et école, souvent il y a des problèmes d'entente. C'est simplement parce que les garçons et les filles passent leur vie à l'école et donc ils passent ce que j'appelais l'affiliation, s'affilier avec des copains et des copines. C'est à l'école que ça se fait. Bien sûr que l'entrée au collège, vers 11 ans, au moment où commence l'adolescence, va jouer un rôle fondamental dans la construction de cet état de cette période de la vie. Hein. Donc, vous le voyez bien, le collège est souvent le révélateur d'un certain nombre de dysfonctionnements ou de pathologies. Ils sont à l'aise au collège ou ils ne sont pas à l'aise. Hein. Quelquefois, ils sont persécutés par le net au sein du collège. Hein. Ils sont agités, violents, exclus à cause de ça par le collège. Hein. Le collège va marquer cette période de l'adolescence de façon extrêmement forte. Hein. Et il ne faut pas négliger le fait que les signes qui apparaissent au collège sont souvent des promontoires d'un état de mal-être sous-jacent. C'est pas par hasard si on est au collège le, considéré comme le fumeur de pétard de la sortie. Hein, donc ceux qui font ça, inconsciemment, ils ne le font pas par hasard. On peut s'éloigner de 300 mètres du collège pour fumer le pétard, mais il y en a quelques-uns, c'est sur le trottoir du collège. Donc forcément, ils se font rappeler à la loi par les enseignants, les pions, le surveillant général, le CPE, comme on dit maintenant. Mais ce n'est pas par hasard qu'ils le font là, hein, qu'ils se montrent sur la mare. Tous les autres apprentissages vont être se traduire pendant cette période de l'adolescence, de la jeunesse. Quels sont ces apprentissages? L'amitié, l'amour,
l'engagement, la maîtrise du temps, la fête et les produits psychoactifs, la maîtrise du corps, le rien faire ensemble, le glandage. Voilà une période très importante de l'adolescence. Comment je glande? euh, La culture, le sport, les voyages, bien sûr, tout cela va se construire et je pense qu'il faut prendre chacun de ces termes et les déplier pour voir comment ça se passe pour un tel ou pour un tel. Parce que très souvent, on voit dans ces difficultés à appréhender ces choses que je viens de dire, à savoir le, les liens avec l'argent, la façon d'avoir voilà, le rapport avec le sexe, la manière de parler des yeux culturels, politiques, religieuses, vont jouer un rôle considérable dans la construction du devenir adolescent. Alors, sur les constructions religieuses, bien évidemment que dans ma génération, moi j'étais adolescent dans les années 65, il y avait encore des mouvements de jeunesse dans toutes les religions. Il y avait les mouvements cathos, les mouvements protestants, il y avait les scouts, il y avait bien sûr les mouvements juifs et déjà les mouvements musulmans. À l'heure actuelle, la plupart des religions ont fait disparaître ces regroupements d'adolescents. Même si, quand il y a une anecdote, quand il y a le rassemblement de la jeunesse catholique quelque part dans un pays, on constate quand même que le nombre de préservatifs vendus à ce moment-là est aussi important que dans n'importe quel rassemblement de jeunesse. Donc, c'est, mais à l'heure actuelle, donc, ce qui apparaît surtout comme risque social et probablement que ça existe, c'est l'adhésion à l'islamisme intégral, à l'islamisme fondamental. Et on voit que quelques-uns qui ne vont pas bien se mettent à devenir des djihadistes en puissance. Ça n'existe pas dans d'autres religions en France, hein, mais dans d'autres pays, ça existe dans d'autres religions. Mais ça joue un rôle non négligeable, cette captation par le religieux de la souffrance adolescente. Comme je me suis occupé assez longuement après sa mort des équipes qui ont accompagné Mohamed Merah à Toulouse, je peux vous dire que Mohamed Merah, il n'allait pas bien depuis l'enfance. Hein, donc, on a publié là dans une histoire donc, de son passage à l'acte djihadiste. Mais c'est une histoire pas évidente parce que si son frère Abdelkader avait pris la tenue vestimentaire du djihadiste, Mohamed jamais. Hein, donc il est passé entre les mailles comme ça. Donc voilà, les adhésions, hein, les adhésions communautaires posent quelques problèmes quand c'est des adhésions qui nient la liberté individuelle. Donc faire groupe est une question majeure à l'adolescence. Et d'ailleurs, vous voyez bien que ceux qui vont pas bien, ceux qui sont déprimés, ceux qui sont repliés chez eux, devant leur écran d'ordinateur tout le temps, qui n'ont pas de copains, comment ça traduit un état dépressif évident. Hein, donc, c'est très souvent à l'adolescence, on remarque ceux qui font du bruit, garçons ou filles. Hein. C'est pas ceux-là qui vont le plus mal. Ceux qui vont le plus mal, c'est ceux qui ne font pas du tout le bruit, qui sont totalement repliés dans leur histoire et qui sont déprimés. Et la dépression adolescente, c'est un mode d'entrée dans les grandes pathologies psychiatriques du début de l'âge adulte, hein, soit la psychose maniaco-dépressive, soit la schizophrénie. Et donc, il faut y faire très attention. Hein. Donc, retenez bien ça. Ceux qui sont le plus discrets, le plus sages, les plus obéissants, c'est probablement ceux-là qui vont le plus mal. L'adolescence, c'est, comme disait Yankelevitch, c'est le carnaval de l'intensité. Hein, le carnaval de l'intensité. Et ceux qui ne sont pas dans le carnaval de l'intensité, il faut y faire attention, il faut être attentif. Alors bien sûr, dans les regroupements, dans les associations d'adolescents, dans les groupes d'adolescents, on va avoir deux phénomènes
qui existe, c'est le phénomène de l'idole. Hein, l'idole. L'idole, c'est quoi? C'est un chanteur, un joueur de football, un rappeur à l'heure actuelle. C'est l'image déifiée du grand frère, du révolté, de celui, homme ou femme, qui n'a peur de rien. C'est pas par hasard que, par exemple, dans le monde, encore aujourd'hui, le t-shirt préféré des adolescents, quand on parle de tous les pays, le t-shirt préféré, c'est celui qui porte la figure de Che Guevara. Hein. Aujourd'hui encore, c'est comme ça. Et donc, c'est pourquoi? Parce que justement, Che Guevara, c'était l'image même de celui qui, se battant pour des idées, n'avait pas peur d'affronter la mort. C'est-à-dire, il y en est mort. Ça, c'est l'idole. Et on voit très souvent que dans les groupes d'adolescents, il y a des idoles. Hein, des idoles. Et c'est pour vous qui vous occupez d'adolescents, c'est important de constater qui sont ces idoles, quelles sont les qualités, les vertus et les défauts de ces idoles-là, parce que ça permet de comprendre un bout du fonctionnement mental de l'adolescent et pourquoi ils adhèrent à cette figure de l'idole. Chez d'autres adolescents, d'autres groupes d'adolescents, c'est pas un idole, c'est un maître. Il y a un maître. Alors le maître, c'est quelque chose d'un peu plus discret que l'idole. C'est dans l'entourage habituel des adolescents. Hein, je sais pas, c'est le prof qui est beaucoup plus sympathique que les autres, qui fait des choses que les autres ne font pas, et qui devient comme ça une sorte de substitut paternel donc en tant qu'animateur. On en voit dans les collèges, dans les lycées, et très souvent, moi, dans les histoires les plus graves que je vois, le, les adolescents ont accroché avec quelqu'un qui était l'image du maître, hein, à un moment de leur histoire. Bon, donc, si je veux faire schématique, à ce niveau de mon exposé, je vous dirais l'adolescent ou l'adolescente, le jeune ou la jeune, c'est quelqu'un qui va se construire un personnage. Et si l'on prend ces personnages du côté de la caricature, le, on va avoir des images qui sont très marquées. Vous allez vous y reconnaître, enfin, vous allez reconnaître les vôtres. La jeune fille, par exemple, l'une de ses projections, c'est de devenir une Lolita. La Lolita, ça veut dire avoir l'air bien féminin, être capable de séduire, de manipuler les garçons, et d'être bien dans son rôle. Mais ceci étant, si je choisis le nom de Lolita, c'est pas par hasard. Hein. C'est la Lolita de Nabokov, relisez le roman, vous verrez que c'est pas si simple que ça. C'est le charme féminin joue un rôle extrêmement démoniaque dans son fonctionnement. Pour les garçons, la caricature, c'est le marlou. Le marlou, c'est-à-dire qu'il ne parle pas, il parle toujours tout le temps très fort, il roule des mécaniques. Hein, je ne suis pas un PD, dit-il. Hein, on n'est pas des PD. Voilà le genre de phrase que l'on entend. Le marlou, et bien sûr, il s'approche des phénomènes délinquentiels parce que la façon dont il se procure l'argent est une façon limite. Quand je dis limite, c'est souvent plus que limite. Au moins le petit deal de cannabis, au moins, hein, voire plus, voire des trafics plus importants. Le vol de vélo à Toulouse a triplé cette année avec le Covid. Et ce n'est pas les vieux monsieur des maisons de retraite qui volent les vélos. Hein. Donc, s'approprier des choses dont on a envie par des actions délinquantes, c'est comme ça que fonctionne le marlou. Donc voilà. J'ai pris deux exemples caricaturaux. On pourrait prendre d'autres exemples. Moi, si on prend des exemples historiques, hein, de ma jeunesse à moi, par exemple, le marlou, c'était ce qu'on appelait le blouson noir. C'est-à-dire qu'il n'allait pas quelque part sans se bagarrer. Hein, il se bagarrait sur la place du village, il se bagarrait à la fête du coin, il se bagarrait tout le temps. Et il avait un blouson noir, effectivement, comme signe. Et
et les cheveux un peu longs devant, bien gominés. Le, donc, mais à toutes les périodes, on voit des phénomènes comme ça, avec le fait que on voit des phénomènes qui sont plus ou moins agressifs par rapport aux adultes. Le mouvement hippie des années 68-70, c'était l'inverse. C'est les adultes, on s'en fout. Donc, qui se débrouillent eux-mêmes. Et nous, on vit notre vie de patachon, de babacool. Le travail, c'est de la merde. Et donc, il faut essayer de faire quelque chose dans la vie où on ne travaille pas. Bon, voilà, c'était un projet collectif à l'époque qui n'a pas forcément marché, mais c'est ça le projet. Le, voilà, c'était simplement pour que vous preniez, vous ayez quelques exemples de, du mode de fonctionnement de l'adolescence. Alors, dans vos quartiers, le, où d'abord où il y a beaucoup d'adolescents hein, en proportion, le, le Mirail, la Rainerie, Bagatelle, etc., il y a la proportion de l'adolescent est beaucoup plus importante que dans d'autres quartiers de la ville. Deuxièmement, le, c'est des familles qui sont quelquefois en difficulté à cause des moyens matériels qui manquent, à cause de l'origine, et notamment de l'origine linguistique. Hein, les parents et les enfants ne parlent pas la même langue comme langue véhiculaire. Le, donc, donc, vous allez avoir des phénomènes amplifiés de ce côté-là. Par exemple, hein, Martine en parlait avant moi, le, la consommation de cannabis le, est probablement supérieur dans ces quartiers-là et surtout plus jeune. Hein. Donc le premier joint remplace la première cigarette. Pour passer dans le monde des grands, d'habitude, en sixième, on se met à fumer une fois. Puis après, à partir de la quatrième, on se met à fumer régulièrement. Mais dans vos quartiers, souvent, c'est pas du tabac, c'est du cannabis. Ce qui n'est pas sans poser de problème, puisque vous le savez probablement, ou en tout cas, on vous le répétera euh, toute votre, tout le temps, le, le cannabis a des actions différentes sur le système nerveux central en fonction de l'âge à laquelle on commence. Pourquoi? Parce que le cerveau n'est pas fini de se développer, il finit de se développer entièrement, donc à peu près à 20 ans. Donc si on fume avant, eh bien, effectivement, on a des constitutions qui sont alors là neurologiques ou neurobiologiques, le, construites par le cannabis qui posent des problèmes. Par exemple, on sait que le cannabis, il n'y a pas de risque du tout de développer une schizophrénie que si on fume du cannabis à 25 ans. Par contre, si on fume du cannabis à 16 ans, le facteur de risque de devenir schizophrène augmente de façon considérable parce que simplement les, les présupposés de la schizophrénie et existants, le cannabis les révèle. Voilà donc sur le cannabis. Alors, mais c'est un problème très particulier le cannabis parce que euh, comment on va dire? Je vais vous citer Baudelaire. Hein. Baudelaire a écrit un texte magnifique qui s'appelle Du hashish et du vin comparés comme moyen de multiplication de l'individualité. Beau titre, hein un titre de poète. Quand on lit ce texte de, de Baudelaire, il se termine par ces phrases-là. Le vin est bon pour le peuple qui mérite d'en boire. Le cannabis est isolant. Il est fait pour les misérables oisifs. Vous voyez que même un beau poète comme Baudelaire peut être dans le sens commun absolu. Hein. Grosso modo, le vin, c'est français, c'est franco-français, donc c'est bien pour le peuple qui mérite d'en boire. Le cannabis, c'est fait pour lui qui était un fumeur de cannabis, hein, c'est fait pour les misérables oisifs. Mais simplement, c'est pour vous, je vous cite cet exemple pour vous montrer à quel point le, les problématiques de l'État par rapport aux lois sur la consommation de produits psychoactifs sont très différentes. Alors c'est vrai, l'alcool est interdit au moins de 18 ans. Ceci étant, vous le voyez bien dans vos quartiers, c'est absolument pas appliqué. Hein. Des, des, le, le, cannabis est interdit pour tout le monde, le, et le tabac est interdit pour moins de 18 ans aussi. Mais si le cannabis est utilisé comme moyen de manifestation par les jeunes, c'est aussi
parce qu'il s'oppose au vin. Hein, il s'oppose à l'alcool. Alors même s'il faut faire attention parce que l'alcool est un produit très consommé dans la jeune génération, hein, dès qu'il y a une fête, c'est extrêmement consommé. Pendant le Covid, là, on a vu des places de la ville s'enflammer avec l'alcool. Donc, c'est pas ça poser de problème. Et d'ailleurs, l'alcool est un produit qui crée une dépendance beaucoup plus forte que le cannabis. Le- mais on constate ça, c'est que quand même le produit choisi, c'est le cannabis et pas l'alcool le plus souvent. Et c'est parce que l'alcool est psychotrope des parents et le cannabis est psychotrope des enfants. Bon, on va dire ça de façon aussi schématique, hein, pour que ça soit bien entendu. Ensuite, qu'est-ce qui se passe si on compare les deux? Il y a des modes d'apprentissage hein, de la consommation des produits psychoactifs en fonction des groupes dans lesquels on est. Le mode d'apprentissage de la consommation d'alcool, c'est bien évidemment la fête d'anniversaire de 14 ans, la réussite au brevet, au bac, ou l'entrée dans une autre classe. Hein. On se réunit et on s'en met une, comme ils disent. Donc, ça, c'est un mode groupal de fonctionnement de l'alcool. Alors que le cannabis, on voit rarement maintenant, du temps des hippies, on le voyait, mais maintenant on le voit rarement, un groupe entier se mettre à fumer un joint et faire une joint tournée. C'est souvent des pratiques très individuelles hein, qui se produisent. Bien sûr, le cannabis est utilisé comme ça parce que du côté de l'interdit parental, même si les parents disent que l'alcool c'est pas bon, il n'y a pas un interdit aussi fort que pour le cannabis. Le cannabis, c'est pas du tout un produit de vieux. Enfin, ici et maintenant, je vous rappelle que le cannabis est un produit de vieux au Liban ou au Maghreb. Hein, c'est eux qui fument les pipes. Euh, mais ici, c'est pas le cas. Alors, je vais en venir maintenant à le but de ça, c'est essayer de repérer à travers les comportements adolescents qu'est-ce qui est de l'ordre du fonctionnement ordinaire de la jeunesse et qu'est-ce que c'est qui est de l'ordre du risque pathologique à venir. C'est compliqué, hein, c'est compliqué, mais il faut euh, quand même l'équilibrer. Le, Par exemple, le cannabis, on peut passer de l'usage simple, transgressif, banal, à la dépendance. Mais il y en a plein qui ne fument pas tous les jours. Hein. Ils ne sont pas vraiment dépendants, ils ne fument pas tous les jours. Euh, L'autre élément donc, des risques, c'est bien sûr euh, ce qu'on appelle en anthropologie les conduites ordaliques. Ordalique, ça veut dire que je mets en jeu ma vie pour me montrer que j'existe. Hein, et il y a des conduites ordaliques qui sont très dangereuses. Alors, donc, euh, se balader sur les rebords des coursives à la raiderie est une conduite très dangereuse. Parce que de temps en temps, il y en a un qui tombe. Le, donc, les conduites ordaliques, c'est euh, prendre des risques en risquant de mourir et en revenir. C'est ça, je vous prouve que j'existe parce que j'ai fait l'aller-retour. Le- alors, les conduites ordaliques les plus répandues à l'heure actuelle dans les quartiers difficiles, c'est la conduite de véhicules à moteur à toute vitesse et faire du gymkhana, hein, soit avec des quads, soit avec des voitures. Hein, donc, dans la dépêche de ce matin, d'hier matin, il y avait une conduite ordalique typique. C'est trois jeunes, une fille et deux garçons, qui ont fait le tour pratiquement de la rocade à Toulouse, poursuivis par les flics, pour finalement aboutir à un accident sans blessé. Mais c'est le type même, le jeune homme qui conduisait, 21 ans, pas de permis, la voiture, pas d'assurance, etc., etc. Et d'ailleurs, les policiers ont tiré sur la voiture pour qu'elle s'arrête. Ça, c'est le type même de conduite ordalique qui existe le, actuellement. La violence est un autre élément à constater. Alors, bien sûr, à l'adolescence, pendant la jeunesse, les gens sont plus violents qu'à l'âge adulte.
Donc, la violence, c'est que il faut chaque fois la mesurer le, à qu'est-ce qui fait violence contre les autres, qu'est-ce qui fait violence contre soi. La violence contre les autres, c'est effectivement le fait d'être ultra bagarreur, de n'exister que dans la bagarre et de faire mal aux autres. Mais vous voyez bien, il joue sans arrêt à se donner des coups de poing ou des coups de pied qui ne sont pas des coups de poing ou des coups de pied. C'est pas fait pour faire mal, c'est fait pour faire le fort. Ce que l'on constate, c'est que, premièrement, il y a des violences, y compris si on parle des violences contre soi. Hein. Par exemple, la scarification n'est pas forcément à être perçue du côté de la violence contre soi. C'est souvent un phénomène de marquage hein, qui montre je vais pas bien, je vous le montre. Hein. Alors, donc, mais ces éléments de violence, il faut les analyser en tenant compte que l'agitation et la dépression sont les deux versants de la même pathologie psychiatrique. Hein. Et surtout à l'adolescence. Vous verrez des agités qui en fait sont déprimés, ou des déprimés qui peuvent devenir agités du jour au lendemain. Voilà, donc je terminerai en vous disant, grosso modo, que l'avantage de l'anthropologie, c'est de pouvoir décliner, quel que soit le contexte, quel que soit le quartier, des invariants de l'adolescence et de la jeunesse. Invariant, ça veut dire que c'est vrai ici, c'est vrai au Japon, c'est vrai en Afrique, c'est vrai en Amérique latine, c'est vrai au Mirail, c'est vrai au centre-ville. Et puis, derrière ces invariants, il y a des modes d'expression de ces invariants-là qui sont très différents. Et il ne faut pas s'attacher ou rester sur le mode d'expression pour essayer de comprendre. Par exemple, prenons un exemple simple que vous connaissez par cœur beaucoup mieux que moi, c'est comment se passe le passage du, euh, vers l'islamisme djihadiste. Hein, donc, il y en a plein qui, au moment de l'affaire Mera, il y a plein de garçons et même des filles qui disaient bravo dans les cours de récréation des collèges, qui disaient bravo Mera, il a fait le. Voilà. Mais en fait, quand vous les prenez ensuite individuellement, ces garçons et ces filles, c'est pas tout à fait ça qu'ils disent. Voilà, donc, je crois qu'il faut faire attention à ne pas mettre dans le même sac tous ceux qui disent qu'ils sont fascinés par le djihadisme et ceux qui passent à l'acte. L'exemple de la famille Amera, c'est assez extraordinaire, hein, puisque l'assassin Mohamed, il n'était pas du tout repéré comme étant djihadiste, ni musulman, il n'allait pas à la mosquée, etc. Et son frère, celui qui a été condamné à perpétuité là maintenant, Abdelkader, lui, il était depuis 10 ans extrêmement marqué par l'intégrisme religieux. Il avait fait des voyages en Égypte en particulier pour se rapprocher des salafistes. Bien, voilà, je ne voulais pas vous être plus long. Je suis à votre disposition pour répondre à des questions si vous en avez et si je peux y répondre.